Au dîner de famille, je portais mon verre à mes lèvres quand j'ai entendu ça. La voix de mon père, Thomas, coupant les bavardages comme une lame. Personne n'a besoin de ton argent, ni de toi. La pièce n'a même pas tressailli. Ma sœur, Sophie, a hoché la tête, presque amusée, comme si elle attendait depuis des années de pouvoir le dire à voix haute. Une vague de chaleur m'a envahi le cou, mais j'ai gardé mon visage impassible, mon sourire discret, mon silence plus acéré que tout ce qu'il pouvait me lancer. Il pensait que j'allais avaler ça comme je le faisais toujours, mais assise à cette table, entourée de gens qui ne valorisaient que ce que j'apportais, je savais quelque chose qu'ils ignoraient, leur chute avait déjà commencé. J'ai grandi dans cette maison en croyant que le silence était le prix à payer pour l'appartenance. Mes parents ne l'ont jamais dit clairement, mais cela vivait dans les silences entre leurs phrases, ces petits moments tranchants où j'ai appris que ma valeur venait de ce que je pouvais donner, pas de qui j'étais. Même enfant, je comblais les lacunes. Si Sophie oubliait son cahier, je le courais à l'école. Si papa avait besoin de quelqu'un pour rester à la maison avec mamie, j'annulais mes projets. Et quand Sophie est passée à l'âge adulte et que ses factures ont commencé à s'accumuler, elles se sont retrouvées d'une manière ou d'une autre entre mes mains aussi. Ils appelaient ça « être la personne fiable », mais la fiabilité se transforme rapidement en servitude quand personne ne vous demande comment vous allez. De l'extérieur, ma famille avait l'air chaleureuse, unie, bruyante dans le bon sens, avec des photos de vacances, des pulls assortis, le fameux gigot d'Eliane trônant sur la table comme un trophée. Les gens disaient toujours que nous avions de la chance, mais le genre de chance dont ils parlaient était la jolie, celle que l'on encadre, pas celle qui vous protège. Mamie était la seule personne à me regarder sans y voir une utilité. Je me souviens encore de sa petite cuisine, de l'odeur de la tisane à la menthe et des vieux livres, de la façon dont ses mains se posaient sur les miennes quand elle disait « Tu n'as pas à sauver le monde entier, ma chérie ». À l'époque, je ne réalisais pas qu'elle parlait de mon monde, de ma famille. Après son décès, cette cuisine est devenue mon sanctuaire. J'en ai gardé la clé. J'ai gardé le souvenir de quelqu'un qui me voyait. De retour à la table, la même table que j'avais dressée, débarrassée, et pour laquelle j'avais cuisiné pendant des décennies, j'étais assise entre des gens qui m'avaient réécrite dans leur tête. Pas Héloïse, la chef de projet. Pas Héloïse, qui payait son propre loyer et construisait sa propre vie, mais Héloïse, celle qui arrange les choses, celle qui est toujours là, celle qui couvre l'addition, celle qui ne se plaint jamais. Papa n'a même pas levé les yeux quand il a prononcé ces mots. Maman continuait simplement de trancher le gigot. Sophie souriait ironiquement dans son verre de vin. Et d'une certaine façon, à ce moment-là, tout s'est mis en place comme une porte qui se ferme enfin. Cette maison n'était pas la mienne. Elle ne l'avait jamais été. C'est peut-être pour ça que leurs mots ne m'ont pas écrasé comme ils s'y attendaient. Ça faisait mal, mon Dieu, ça faisait mal, mais ça ne m'a pas brisé. Ça a clarifié les choses. Ça a rendu l'air tranchant. Ça a dégagé le chemin à suivre. J'ai réalisé quelque chose que personne à cette table n'avait jamais imaginé, je n'avais pas besoin d'eux non plus. Ni de leur approbation, ni de leur culpabilité, ni de leurs règles, ni de la place qu'ils pensaient avoir le droit de me retirer. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'a pas ressemblé à une reddition. Il a ressemblé à un commencement. Le dîner a continué comme si de rien n'était. Les assiettes étaient raclées, les verres entrechoqués. Quelqu'un a ri à une blague que je n'ai pas entendue. Mais dans ma tête, tout est devenu immobile, comme si le monde était passé au ralenti. J'ai observé ma famille comme on observe des étrangers dans le tramway, curieuse, détachée, me demandant comment j'avais pu croire que j'appartenais à leur monde. Sophie s'est adossée à sa chaise, faisant tournoyer son vin comme si elle avait gagné quelque chose. Maman a raison, a-t-elle ajouté négligemment. Tu prends les choses trop à cœur, Héloïse. Personne n'a besoin de tout ce que tu fais. Vraiment. Elle a dit ça comme si c'était une gentillesse, comme si elle me soulageait d'un fardeau. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Tu n'es utile que lorsque nous en avons besoin ». J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, celle dont j'avais payé les factures en retard, à qui j'avais acheté des vêtements pour ses enfants quand elle était entre deux boulots, et dont les urgences atterrissaient toujours sur mes genoux. Elle ne se souvenait jamais des détails, seulement de la commodité, seulement de l'attente. Maman a finalement levé les yeux du gigot qu'elle découpait.
Tu travailles tellement de toute façon, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si tu avais ta propre famille à t'occuper. On ne veut pas que tu te tues à la tâche pour rien. Pour rien. Celle-là a fait plus mal que je ne l'admettrais, comme si chaque heure que j'avais passée à gravir les échelons, chaque effort discret pour me bâtir une vie seule, était sans valeur parce que cela ne les servait pas, eux. Papa n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction quand il a marmonné, ne rendons pas ça dramatique. C'est juste la vérité. Tu prends tout personnellement. C'était de l'abus psychologique sous une couche de vernis poli. Il maîtrisait l'art depuis longtemps. J'ai regardé autour de la table, les bougies, la décoration de fête, la chaise vide où mamie s'asseyait. J'avais l'habitude de penser que son absence laissait une simple douleur. Mais maintenant, cela ressemblait à un avertissement que je n'avais pas écouté assez tôt. Sophie a laissé tomber sa fourchette, agacée par mon silence. Allez, Héloïse. Dis quelque chose. Mais je ne faisais pas confiance à ma voix. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il penserait, mais parce que la colère, cette colère tranquille, précise, tranchante comme un rasoir, ne veut pas être prononcée. Elle veut être mise en action. J'ai attrapé ma serviette, les plié soigneusement et les posé à côté de mon assiette. Un geste simple, mais qui a déplacé quelque chose dans la pièce. Sophie l'a remarqué la première, ses sourcils se sont froncés. Maman s'est arrêtée au milieu d'une tranche. Je me suis levée, calme comme la surface d'un lac gelé. Je vous entends, ai-je dit doucement, fort et clair. Papa a agité une main d'un geste dédaigneux. Bien. Alors on peut passer à autre chose. Mais la vérité, c'est que c'était le moment où je passais à autre chose que la version de moi-même qu'ils avaient construite. L'Héloïse qui pliait, qui réparait, qui portait. L'Héloïse qui donnait sans demander, qui restait discrète pour que les autres restent à l'aise. Tandis que je marchais vers le couloir pour prendre mon manteau, j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser. Pas une fissure, pas une cassure, mais une décision. Il voulait que je me taise. Bien. Le silence était exactement ce qu'ils obtiendraient. Et ils n'avaient aucune idée de ce que le silence de ma part signifiait réellement. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je ne suis pas partie en trombe ni n'ai élevé la voix. J'ai simplement marché dans la nuit froide, laissant l'air mordre mes joues comme s'il pouvait m'empêcher de sombrer trop profondément dans la douleur. La lumière du porche a vacillé derrière moi, et pendant une seconde j'ai vu mon reflet dans la fenêtre. Des yeux fatigués, des épaules tendues, la posture familière de quelqu'un qui a porté trop de choses pendant trop longtemps. Le chemin jusqu'à ma voiture m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque pas épluchait une autre couche de mémoire, chaque fois que j'étais arrivée avec des courses, chaque fois que Sophie oubliait son jour de paix, chaque facture d'urgence que maman m'avait culpabilisée de couvrir. Chaque moment où papa avait loué ma fiabilité pour m'en punir plus tard. Au moment où j'ai atteint le siège du conducteur, un léger tremblement a parcouru mes mains. Non pas de peur, mais de reconnaissance, de clarté. À la maison, le silence a été plus brutal que leurs mots. J'ai allumé la lampe du couloir, une lumière douce et chaude se répandant dans mon petit salon bien rangé. L'espace avait toujours ressemblé à une pause entre les batailles. Cette nuit-là, il ressemblait à un territoire neutre, enfin récupéré. Je me suis assise à ma table à manger, j'ai rapproché mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier que je n'avais jamais osé commencer auparavant, Paiement famille. Le nom paraissait étranger, presque clinique. Mais la vérité à l'intérieur n'était pas nouvelle, relevé bancaire, virement, reçu que j'avais enterré sous des justifications comme « ils ont besoin d'aide » ou « ce n'est que cette fois-ci ». Je les ai parcourus lentement, comme quelqu'un qui trie les débris d'une maison après une tempête. Des schémas ont sauté aux yeux. Retrait répété, frais d'urgence, virement tardif. La chronologie s'est formée, nette et indéniable. Pendant des années, j'ai cru que parler ferait de moi une personne cruelle. Mais le silence avait fait de moi quelqu'un de jetable. La décision est arrivée doucement, comme l'aube touche une pièce sombre. Pas de drame, pas d'effondrement, juste un changement. J'ai envoyé un courriel à un avocat dont Jen m'avait donné le nom des mois auparavant. Elle m'avait dit un jour, si jamais tu en as marre d'être leur filet de sécurité, appelle-le. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, cela semblait la chose la plus naturelle du monde.
J'ai tout joint, chaque reçu, chaque virement, chaque message. Mon curseur a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». J'ai respiré une fois, calmement. Clic, le fichier a quitté ma boîte d'envoi, silencieux et définitif. Ils voulaient une Héloïse silencieuse. Ils en obtenaient une, mais pas la version qu'ils attendaient. La réponse de l'avocat est venue plus vite que prévu. J'ai examiné ce que vous avez envoyé, a-t-il écrit. Ce n'est pas seulement de l'aide familiale. C'est un schéma d'exploitation financière. Si vous êtes prête, nous pouvons aller de l'avant. Prête ? J'ai fixé ce mot. Puis j'ai revu le visage ennuyé de papa dans mon esprit. Entendu maman dire « Personne n'a besoin de moi ». Vu Sophie sourire ironiquement dans son vin. J'ai répondu par une phrase « Je suis prête ». Les jours qui ont suivi ont été différents. Je n'étais plus en train de boucher les trous dans le bateau de quelqu'un d'autre. J'étais en train de construire un dossier. J'ai rencontré l'avocat dans un petit bureau en ville. Il m'a écouté pendant que je lui exposais tout, du premier paiement, emprunté, à la nuit où ils m'ont dit que je n'étais pas nécessaire. Il a posé des questions, date, montant, phrases exactes de leur message. Vous comprenez, a-t-il dit une fois que nous aurons déposé plainte, cela cessera d'être privé. Cela deviendra une affaire juridique. Ils ont cessé d'être seulement ma famille quand ils m'ont traité comme un compte bancaire ambulant, ai-je répondu. Nous avons tout documenté. Les virements de nuit. Les urgences que Sophie suppliait. Les appels de maman parlant de « moments difficiles ». Papa enveloppant mon aide dans des mots comme « devoir ». Sur papier, c'était une ligne droite de retrait et de culpabilité. Lorsque le signalement de fraude a été soumis, il n'y a pas eu de coup de tonnerre. Juste un courriel de confirmation et un message de mon avocat. Ils vont ouvrir une enquête. Pendant ce temps, ma famille a remarqué le changement. Sophie a envoyé un SMS la première. Tu agis bizarrement. C'est à cause du dîner ? Maman ne le pensait pas, je n'ai pas répondu. Puis maman a appelé, puis papa. Les messages vocaux se sont accumulés. On s'inquiète pour toi. Ne prends pas les choses si personnellement. La famille, ça se parle. Tu sais bien. Dans un message, j'ai entendu Sophie en arrière-plan se plaindre que sa carte était constamment refusée. J'ai laissé le message jouer jusqu'à la fin, puis je l'ai supprimé. 2 semaines plus tard, mon avocat a appelé. Ils ont ouvert une enquête, a-t-il dit. Il y a suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Ils vont s'entretenir de nouveau avec vous, et avec eux. Eux, ai-je répété. Vous avez porté ça seul pendant des années, a-t-il dit. C'est à eux de le porter maintenant. Le jour où c'est arrivé, le ciel était d'un gris plat d'hiver. Mon avocat a dit que je n'avais pas besoin d'être là quand les enquêteurs se présenteraient. Mais je voulais voir le moment où ils réaliseraient que je n'étais plus la chose qu'ils pouvaient utiliser. Depuis la rue, la maison de mes parents avait la même apparence. La même couronne de Noël, la même fissure dans la marche. À travers la fenêtre de la salle à manger, j'ai vu la table dressée, ma famille à leurs places habituelles. Je me suis garée, j'ai monté les marches, j'ai frappé une fois, et je suis entrée. Maman a levé les yeux, surprise. Héloïse, tu n'as pas dit que tu venais. J'ai retiré mon manteau, observant la scène. Papa à la tête de la table. Maman à sa droite. Sophie en face de mon ancienne chaise. Marc s'est adossé, détendu. Je croyais que vous n'aviez pas besoin de moi, ai-je dit. Les yeux de maman se sont plissés. Ne recommence pas, Sophie a levé les yeux au ciel. Tu es sérieusement toujours sur ça ? J'ai marché jusqu'à ma place, mais je ne me suis pas assise. J'ai posé mon sac à main là à la place. Papa s'est raclé la gorge. Écoute, a-t-il dit à propos de ce qui a été dit la dernière fois. N'en faisons pas une montagne. On parlait juste. Maman s'est hérissée. J'étais juste honnête. C'est un mot pour le dire, ai-je répondu. Marc a ricané. On a dit qu'on n'avait pas besoin de ton argent. Comprends l'allusion. J'ai regardé de lui à Sophie. C'est drôle, ai-je dit doucement.
Certaines personnes sont très intéressées par l'endroit où mon argent est allé. Le rire de Sophie s'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je ne réponde, il y a eu un coup sec à la porte d'entrée. 3 coups durs et mesurés qui ont fait trembler le cadre. Le son a figé la pièce. Papa a froncé les sourcils. Qui est-ce? Tu devrais y aller, ai-je dit. Il a repoussé sa chaise et s'est dirigé vers la porte. Il l'a ouverte et s'est arrêté net. Bonsoir, monsieur, a dit un homme. Brigade de répression de la délinquance économique. Nous recherchons Sophie Leroy et Marc Dupont, ainsi que Thomas et Eliane Leroy. Le silence est tombé sur la maison. Maman s'est levée. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit. 2 enquêteurs sont entrés, leur badge visible. L'un tenait une tablette, l'autre un dossier que j'ai reconnu des copies que mon avocat m'avait montrées. Il n'y a pas d'erreur, a dit la femme. Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête sur des allégations de fraude et d'exploitation financière. Nous aimerions vous poser quelques questions. La chaise de Sophie a grincé en reculant. Héloïse, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu as fait? Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas rétractée. Je suis restée silencieuse, ai-je dit. Puis j'ai commencé à faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Marc s'est avancé, le visage rouge. Tu as appelé les flics sur ta propre famille pour quelques virements? L'enquêteur homme l'a regardé. Nous parlons d'années de retrait non autorisés et de paiement sous la contrainte. Ce ne sont pas quelques virements. Veuillez vous asseoir, monsieur. Papa a essayé de se ressaisir. C'est un malentendu. Tout argent déplacé était une affaire de famille. Les affaires de famille ne priment pas sur la loi, a répondu la femme. Vous aurez tous la chance de vous expliquer. Pour l'instant, nous avons besoin que vous restiez pendant que nous posons quelques questions. Maman s'est tournée vers moi, les yeux humides. Héloïse, dis-leur que ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai soutenu son regard. Tu m'as dit que personne n'avait besoin de mon argent, ni de moi, ai-je dit doucement. Alors, j'ai cessé de vous donner les 2. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Nous étions contrariés. Nous ne le pensions pas, vous le pensiez assez pour le dire, ai-je coupé. Les mots ne sont pas sortis comme un cri. Ils sont sortis de manière égale, soutenus par chaque compte vidé. Sophie s'est élancée. Tu vas les laisser ruiner nos vies? Je n'ai rien ruiné, ai-je dit. J'ai juste cessé de cacher ce que vous faisiez. Les enquêteurs ont commencé. Date, montant, autorisation. Sophie a trébuché, regardant maman, regardant papa. Marc a ricané une fois, puis est tombé silencieux lorsque des totaux spécifiques ont été lus. Chaque faveur a rétréci sous le poids des chiffres. Je ne suis pas restée pour le reste. Je n'avais aucun intérêt à les regarder se débattre. Alors que je prenais mon sac, papa a claqué. Si tu passes cette porte, ne prends pas la peine de revenir. Pendant des années, cette phrase avait été un pistolet chargé pointé sur ma poitrine. Cette fois, elle a juste sonné fatiguée. Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait appris que la famille était tout, tant que je continuais à payer pour cela. Je suis partie il y a longtemps, ai-je dit. Vous ne le remarquez que maintenant. Puis je suis sortie, refermant doucement la porte derrière moi, laissant les enquêteurs et ma famille de l'autre côté avec la seule chose qui leur avait jamais vraiment appartenu, les conséquences. J'ai démarré sans regarder en arrière, mais les retombées m'ont trouvé quand même. 3 jours plus tard, le numéro de Sophie a clignoté sur mon écran encore et encore jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Puis un SMS d'un numéro inconnu, Marc. Ils ont gelé mes comptes. Je risque d'être suspendu. Arrange ça. Je n'ai pas répondu. Une semaine après cela, maman a envoyé un long courriel, rempli de culpabilité et de demi-excuses. Nous n'avions pas compris à quel point c'était sérieux, a-t-elle écrit. Ton père est dévasté. S'il te plaît, parle-nous. Le même homme qui m'avait dit que personne n'avait besoin de moi suppliait maintenant une conversation. C'est drôle comme les rôles s'inversent rapidement quand l'argent s'arrête. Papa n'a jamais pris contact directement, mais Jen l'a fait. 2 phrases. Il panique. Tu as fait la bonne chose.
Kelly a envoyé un message plus long, me remerciant d'avoir exposé ce qu'elle voyait des signes depuis des années. Tu as été assez courageuse pour nous tous, a-t-elle écrit. Et quelque part entre leur effondrement et mes jours de tranquillité seule, quelque chose a changé. J'ai trouvé un petit appartement à 2 régions de là, proche de mon travail, proche de la paix. Pas de dîner tendu, pas d'urgence soudaine, pas de culpabilité déguisée en amour. Pour la première fois de ma vie, le silence autour de moi n'a pas ressemblé à une absence. Il a ressemblé à la liberté. Certaines nuits, je m'assieds près de ma fenêtre avec la lumière tamisée, regardant la ville bouger sans moi. Je pense à ce dîner. Aux mots destinés à me briser et à la façon dont ils ont fini par me libérer à la place. J'avais l'habitude de croire que la loyauté familiale signifiait l'endurance, absorber chaque coup, combler chaque vide, payer chaque dette. Mais l'amour sans respect n'est pas de la loyauté. C'est de la captivité. Partir n'était pas une punition. C'était de la clarté. Et ce même silence qu'il se moquait est devenu la limite qui m'a sauvée. Si une partie de mon histoire vous semble familière, si jamais on vous a utilisé, ignoré, ou dit que vous étiez trop sensible, vous n'êtes pas seul. Vous méritez la réciprocité, pas l'extraction. Vous méritez d'être vu, pas dépensé.